toute petite déjà, vous vouliez être chercheuse ou c'est venu comment? Comme beaucoup de choses, ça a été le fruit de hasard et aussi le fruit d'éléments qui ont été un peu planifiés. Le point de départ, je pense, c'était quand j'étais au lycée, en terminale, où j'ai rencontré un vétérinaire qui venait présenter les métiers qu'offrait la formation vétérinaire. Et j'ai découvert que ça ne correspondait pas seulement au fait de soigner les animaux, mais qu'on pouvait faire plein d'autres choses, dont de la recherche et appliquée au fondamental. Et donc ce jour-là, j'ai dit, ah bah tiens, je vais faire une prépa veto et puis on va bien voir. Donc, comme vous aviez des animaux chez vous? J'avais un chat, ouais. Un chat. D'accord. Qui était peut-être mort d'ailleurs à cette époque, D'accord. mais que j'aimais beaucoup. Voilà. Et donc j'ai fait des études de vétérinaire et ça m'a conforté dans l'idée que c'était de la recherche sur les animaux que j'avais envie de faire. Donc j'ai fait des stages dans ce domaine-là. Je me suis aperçue aussi que j'avais tendance à observer les gens autour de moi, les animaux, et interpréter en fait de façon spontanée leurs gestes, leurs attitudes. Et donc ça m'a donné le goût de faire des études de comportement. Donc comme vétérinaire. C'est très tôt ça en fait. Ça a commencé. Oui, j'avais une vingtaine d'années quoi. Ah oui. Donc, quand j'ai eu l'occasion de faire des stages dans mon cursus vétérinaire, j'ai fait des stages dans des labos de comportement. Et là aussi, ça a conforté mon choix. Et donc, il y avait la possibilité d'un poste à l'INRA sur un thème de comportement. C'est quoi, pardon, un labo de comportement, c'est quoi? Un laboratoire de comportement, c'est un laboratoire qui étudie le comportement des animaux. Donc, un des premiers laboratoires dans lequel je suis allée travaillait sur les insectes, donc comprendre comment les insectes se déplaçaient par rapport à la lumière. Et le deuxième laboratoire, donc c'était déjà un laboratoire INRA, donc Institut national de la recherche agronomique, qui travaillait sur les comportements sexuels et les comportements sociaux, donc des moutons et des bovins. Voilà. Et donc ils m'ont fait état d'un poste qui était ouvert dans un autre laboratoire de l'INRA sur l'impact du sevrage chez les veaux, donc vu sous un angle comportemental, comment le veau reconstruit son environnement après le sevrage. Et donc j'ai postulé et c'est comme ça que j'ai commencé, quoi, voilà. Et quand j'ai commencé à l'INRA, donc dans les années 80, c'était quand même un domaine assez confidentiel, en tout cas à l'INRA. Et c'était très lié à des aspects biotechniques. Donc on étudiait le comportement sexuel parce que c'était important pour que les animaux se reproduisent bien. Et moi, j'avais déjà au départ, j'avais dans l'idée que si on étudiait le comportement, c'était pour avoir accès à la vie intérieure de l'animal. Donc comment l'animal raisonne, comment il perçoit son environnement, et donc comment il y réagit de façon plus ou moins consciente. Et ça, au départ, c'était pas très bien vu. On disait non, ça, n'en parle pas à l'INRA, tu fais ton truc si tu veux, mais t'en parles pas. Je suis rentrée en 83. D'accord. Donc en 83, c'était pas encore. On pouvait travailler sur le comportement, mais dans une vision un peu technique, quoi. Voilà. Et pas psychologique. Donc moi, c'était la seconde vision qui m'intéressait. Mais en fait, ça a changé assez vite. En 10 ans plus tard, déjà, c'était un peu plus accepté. Et puis, c'est peut-être au tournant des années 2000 où vraiment, là, il y a eu une prise de conscience à l'INRA que le comportement, le bien-être animal, c'était vraiment des sujets importants pour l'élevage. Bon, on a milité beaucoup quand même en interne pour cela. Et je pense actuellement, en France, les recherches donc, en comportement et bien-être des animaux domestiques tiennent une place très importante. Les deux grands pays en Europe, c'est l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, pardon. Là, c'est sûr qu'ils ont des recherches très développées dans le domaine, mais nous ne sommes pas très loin. Voilà. On se tient un peu au coup de coude. Et puis, des organisations se sont mises en place, dont une pour laquelle vous avez beaucoup travaillé, vous travaillez encore, et vous allez nous raconter ce que c'est, un réseau qui s'appelle Welfare Quality, en anglais, qui a maintenant plus de 12 ans d'âge, et auquel vous avez participé dès le début. Oui, bien sûr. Déjà en France, peut-être qu'on peut citer aussi, c'est le réseau Agri Bien-être Animal, qui est un réseau qui a été initié par l'INRA pour fédérer en fait, les acteurs de la recherche et du développement en matière de bien-être animal. Donc nous sommes partis en 98 d'une quarantaine de personnes, de membres,
Et puis maintenant, on n'est pas à pas loin de 200. Donc le réseau a essaimé largement en dehors de l'INRA, donc avec les instituts techniques, les universités, le CNRS, des organismes d'enseignement. Donc ça a été très important aussi en France pour fédérer la communauté scientifique dans ce domaine et être un portail, être capable de répondre aux attentes des ministères, de nos organismes scientifiques, etc. Et d'être aussi un interlocuteur au niveau européen. Alors le réseau Welfare Quality, en fait, c'est un réseau européen qui est issu d'un projet qui, alors nous avions commencé à réfléchir à ce projet dans les 2000-2001. Et donc l'idée était, donc au départ on avait un projet européen donc financé par la Commission européenne, par la DG Recherche. L'idée était de fournir des protocoles harmonisés d'évaluation du bien-être des animaux en ferme. Parce que le bien-être, certes, on le reconnaît parce qu'on reconnaît que l'animal est un être sensible, mais encore faut-il pouvoir le mesurer de manière sérieuse, quoi, et pouvoir avoir des éléments de comparaison entre les fermes, les systèmes. Et tout cela, c'est mieux si c'est harmonisé au niveau européen, par exemple dans l'idée d'une labellisation, donc des fermes qui respecteraient au mieux le bien-être animal. Donc nous avons travaillé pendant près de 10 ans pour établir ces protocoles. Qui a eu l'initiative au départ de ce réseau ? Alors antérieurement, nous sommes un petit groupe nous nous connaissons bien quand même en Europe au sein de la communauté scientifique qui étudie la question du bien-être animal. Et puis on a été un petit groupe aussi de personnes qui avions l'habitude de travailler ensemble et de monter des projets ensemble, dont Harry Blokhuis, qui est un collègue donc, qui est néerlandais mais qui travaille maintenant en Suède. Donc moi j'étais aussi au départ de cette initiative parce qu'on avait au préalable un autre réseau, donc dont je faisais partie aussi du consortium porteur. Et puis des collègues également en sciences sociales. Donc nous étions 5. Et puis après, ça a été 4, à porter ce projet, qui a été une très grosse aventure pour arriver à harmoniser les différentes approches et avoir une approche exhaustive du bien-être animal. Parce que le bien-être animal, ce n'est pas un concept unitaire, c'est vraiment multidimensionnel. Donc ça veut dire être en bonne santé, ça veut dire ne pas éprouver d'émotions négatives, mais au contraire en avoir des positives. Ça veut dire avoir une bonne alimentation saine, un bon approvisionnement en eau, pouvoir exprimer les comportements naturels, parce qu'en fait, les animaux, comme nous-mêmes, nous sommes motivés pour réaliser un certain nombre de comportements. Par exemple, nous aimons bien manger en société. Et les animaux, de la même façon, ont des comportements qui font partie de leur répertoire naturel pour lesquels ils sont fortement motivés. Donc j'aurai quelques diapositives à vous montrer là-dessus tout à l'heure. Donc il faut leur donner la possibilité d'exprimer ces comportements. Et le dernier point, je pense que je n'ai pas cité, c'est l'aspect logement, en particulier pour les animaux, des abris, des aires de couchage confortables. Donc là, j'ai cité ce qu'on appelle les 5 libertés, qui sont des principes qui ont été édictés par le Farm Animal Welfare Council, et revus dans les années 90, qui forment le socle quand même beaucoup de la réglementation européenne. Alors, j'ai d'abord été intriguée par le fait qu'on me demande de faire une communication sur le bien-être animal dans le cadre de l'exposition universelle, où il était question de nourrir la planète. Et finalement, la question que je vais poser dans mon exposé, c'est est-ce qu'on peut nourrir la planète et respecter le bien-être animal ? Alors on sait que la demande en produits animaux augmente de manière importante du fait de l'augmentation de la population mondiale et aussi du fait de l'augmentation du niveau de vie de cette population. Les animaux fournissent des protéines, des acides gras qui sont essentiels à la nutrition humaine, et donc on va certainement avoir encore une augmentation de cette demande. Alors est-ce qu'il faut à tout craint intensifier et pas arriver à des systèmes comme les feedlots un petit peu partout dans le monde, ou est-ce qu'il faut au contraire encourager des initiatives alternatives? Voilà, la question est là.
Alors, on a parlé tout à l'heure de bien-être animal, on a essayé de le définir, on a dit les animaux ont une vie intérieure, ils ont des motivations, ils ont des émotions, et c'est pour ça qu'il faut tenir compte donc, de leur bien-être. Mais vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'il y a vraiment des motivations pour exprimer des comportements, par exemple, chez les animaux? Parce qu'on peut dire, il suffit de les nourrir, de bien les loger, on n'a pas besoin qu'ils se comportent pour qu'ils produisent. Mais les animaux, ils sont têtus, ils ont vraiment des motivations, il y a des choses qu'ils ont envie de faire. Donc là, j'ai pris une image où vous avez donc à gauche des vaches qui sont à la tâche, hein, voilà, donc qui ne peuvent pas bouger de la journée, ni de l'année. Et à droite, donc au contraire, des animaux qui sont libres. Alors, ce n'est pas très clair sur l'image, j'en conviens, parce qu'ils sont quand même assez serrés, donc on ne voit pas trop qu'ils sont libres, mais au moins, vous voyez, ils ne sont pas tous dans la même position, et donc ils peuvent quand même un petit peu bouger. Et donc, il y a une dizaine d'années, on s'est posé la question en Europe s'il fallait ou non supprimer la tâche des bovins. Pour répondre à cette question, nous nous sommes dit comment mesurer la motivation de la vache à marcher. Si elle est attachée, donc elle ne peut pas marcher, mais est-ce qu'elle est vraiment motivée pour marcher? Donc nous avons pris des vaches que nous avons mis à la tâche pendant 1 jour, 3 jours, 8 jours ou 1 mois. Et puis nous avions des vaches qui étaient donc en stabulation libre. Et on s'aperçoit donc ensuite quand on... Vous avez fait ça à l'INRA? Oui, ça c'était une expérimentation que j'avais initiée, coordonnée, publiée. Voilà, donc, et donc nous avions aussi des vaches qui étaient en stabulation libre, donc pas attachées. Et ces vaches, nous les avons ensuite mises une par une dans un enclos d'une centaine de mètres carrés pour voir le temps qu'elles allaient passer à marcher dans cet enclos. Et donc on voit là, lorsqu'elles étaient en stabulation libre, elles ont marché pendant à peu près 12% du temps dans l'enclos, et quand elles étaient attachées, elles ont marché pendant 18% du temps, donc 50% de temps en plus. Donc c'est un effet rebond. Quand on a été privé de quelque chose, eh bien on va l'exprimer plus par la suite. Moi, je sais que la génération de mes parents, par exemple, ont été privés pendant la guerre d'aliments luxueux comme la viande. Et donc après, dans les années 60, la viande, c'était vraiment quelque chose de très, très important pour eux. Donc c'est un peu la même chose pour cette vache. Et donc la réponse à la question, est-ce que la vache est motivée pour marcher? Eh bien c'est oui, elle est motivée pour marcher. Voilà. Donc il y a bien des motivations à exprimer certains comportements chez les animaux. La deuxième question que je pose, c'est est-ce que les animaux ont des émotions? Alors, si vous regardez ces chats, si je vous demande quel chat est content, ou quel chat est surpris, ou effrayé, ou calme, ou en colère, je pense que vous saurez assez facilement le dire. Donc, le premier, en haut à gauche, il est calme. Le deuxième, allongé sur le dos, bon, là, on imagine qu'il est très content, il est heureux. En bas à gauche, je pense qu'il est plutôt en colère. Hein. Là, il se prépare à attaquer, il a le dos tout hérissé. Voilà. Celui qui est au milieu, on va dire qu'il est surpris. Hein. Et puis celui de droite, je pense qu'il a très peur. Hein. Voilà. Donc intuitivement, on va attribuer des émotions aux animaux. Et ça fait sens. Et si vous avez un chat, un chien, vous savez quand il est content ou au contraire quand il n'est pas content et qu'il va vous griffer, ça se sent. Voilà. Alors, comme je dis, ça se sent, mais comment peut-on le démontrer? Donc, puisque là, en tant que scientifique, nous avions un challenge, puisqu'on ne peut pas demander directement aux animaux s'ils sont contents ou pas contents. Il faut arriver à le mesurer donc, de manière un peu indirecte. Là, c'est pour les animaux domestiques. Oui. Le raisonnement est le même pour les autres. Oui, c'est quel que soit... Là, j'ai pris cet exemple sur le chat parce que c'était très démonstratif et puis intuitivement, on comprend bien les émotions des chats. C'est plus difficile sur une vache, un mouton. Ou un mouton, c'est plus difficile. Oui, j'ai quelques vidéos aussi de moutons où là, c'est très clair, on sait quand il est content ou quand au contraire, il est en détresse. Mais c'est un petit peu plus long à montrer. Voilà. Donc, pour arriver à rentrer donc, dans le monde émotionnel des animaux, nous avons utilisé une voie un peu détournée. En psychologie donc, des émotions en humaine, il y a des théories dites de l'évaluation qui montrent qu'en fait, une émotion est le fruit
d'une évaluation très rapide de l'environnement, selon un certain nombre de critères prédéfinis, donc, comme la soudaineté d'un événement, le fait qu'il soit familier ou non, qu'il soit agréable ou non, qu'on puisse le contrôler ou qu'on pouvait s'attendre aussi à cet événement. L'événement correspond ou non à nos attentes. Donc ça, ce que je vous dis, c'est un petit peu théorique, mais si je prends des exemples, si vous marchez dans la rue, vous avez un pot de fleurs qui tombe brusquement devant vous, c'est très soudain, vous ne vous y attendiez pas, vous ne pouviez pas prévoir, vous ne pouviez rien contrôler, c'est très désagréable. Et donc, vous avez failli mourir. Voilà, et donc ça entraîne un sentiment de peur. Si vous aviez pu contrôler cette situation, vous auriez vu cette chose, mais vous aviez un moyen de le contrôler, ça aurait plutôt été un sentiment de rage. Donc on peut comme ça arriver à décoder le répertoire émotionnel des humains à partir de la façon dont ils interprètent leur environnement. Donc ça a été étudié par exemple dans les aéroports, lorsque les gens perdaient leur bagage, on voyait comment ils avaient interprété cet événement et l'émotion qu'ils en ressentaient, donc, vraiment découlait de cette interprétation. Donc ce que nous avons fait sur les animaux, c'est que nous avons pris les mêmes critères, nous les avons placés dans des situations expérimentales qui étaient un petit peu désagréables, mais pas beaucoup, hein, pas très stressantes, et nous avions combiné donc, les aspects familiarité, soudaineté, contrôlabilité, etc. Nous avons vu que les animaux décodaient leur environnement de la même façon. Nous avons fait ça sur des moutons. Le mouton, parce que c'est un animal expérimental qui est quand même assez facile à manipuler. On ne pouvait pas le faire sur bovin. Voilà. Et donc nous avons pu montrer qu'ils utilisaient les mêmes critères. Donc a priori, les émotions de frustration, de peur, de colère, de joie, de dégoût existent. Vous pouvez nous donner un exemple d'une expérience pour démontrer ça? Alors, on n'a pas balancé des pots de fleurs sur les moutons. Donc ici. Voilà, non. Alors ce que nous faisons souvent, c'est nous les mettons dans des petites enceintes où nous leur donnons à manger pour les attirer donc, à un endroit de la pièce et puis aussi pour avoir déjà un niveau de base positif. Et donc quand nos animaux mangeaient, nous faisions, sur certains, nous faisions tomber derrière l'auge un grand carré de tissu qui tombait soit rapidement, soit doucement. Donc quand ça tombe doucement, ils n'ont pas peur, et quand ça tombe rapidement, donc c'est l'aspect soudaineté. Soudaineté, je ne sais pas ce que c'est, et ce n'est pas non plus hyper agréable parce que j'étais en train de manger, donc là il y a un sentiment de peur. Et donc nous avons pu aussi décrire les postures d'oreilles des animaux, donc dans ces situations. Alors dans d'autres situations c'était un peu la même chose, mais ils pouvaient contrôler que l'événement n'allait pas intervenir. Donc il y avait une petite lumière qui les prévenait, disait attention, ça va tomber derrière l'auge, et à ce moment-là, donc ils savaient ce à quoi s'attendre. D'autres pouvaient carrément contrôler le fait que l'objet ne tombe pas, etc. Et dans ces cas-là, on a donc tout un panel d'expressions faciales, alors qui se voit surtout sur la posture d'oreille, de posture également de gestuelle de l'animal, donc qui va varier. Également, donc, nous mesurons la fréquence cardiaque, le cortisol, donc une hormone de stress, les variations de la fréquence cardiaque. Voilà. Donc nous avons un panel de mesures qui nous permet de distinguer toutes ces situations, qui nous a permis de dire que les différents critères qui sont utilisés par les hommes pour décoder les événements auxquels ils sont confrontés sont les mêmes chez les animaux. Voilà. En fait, le bien-être, c'est vraiment une composante de l'élevage. Ce n'est pas quelque chose qu'on rajoute à la fin comme qu'on mettrait du sel ou du persil dans un plat. C'est un élément constitutif de l'élevage parce que si on ne comprend pas le comportement des animaux, si on fait fi du bien-être des animaux, on va avoir des problèmes. Voilà. Alors là, je prends un exemple d'élevage de volailles. Donc, sur l'image qui est au fond, donc, ce sont des dindes. Alors, vous voyez que la densité est importante, hein, il y a beaucoup d'animaux au mètre carré. Et en plus, il y a aussi beaucoup d'animaux dans l'absolu. Or, chez les volailles, quand on met beaucoup d'animaux ensemble, il y en a du piquage, ce qu'on appelle du piquage. Alors en bas à droite, vous avez une poule là, qui est complètement piquée, c'est-à-dire que les collègues lui ont donné des coups de bec sur tout le corps et elle a commencé à se déplumer.
En fait, ce piquage, il provient du fait que lorsque deux volailles ne se connaissent pas, elles vont commencer à se piquer et c'est à partir de là qu'elles vont établir une hiérarchie entre elles. Et un groupe de poules, dans l'état naturel, donc la poule de Bengale, qui est encore une poule sauvage, c'est 3, 6, 9 animaux. Et donc, vous imaginez, quand il y en a 5000 ensemble, eh bien, ça pose des problèmes parce qu'elles ne sont pas capables de se reconnaître. Donc, à chaque fois qu'elles voient un animal, hop, elles commencent à piquer. T'es qui, toi? Ah, t'es machin, bon, d'accord. Donc, c'est toi qui me domine ou je suis dominée par toi. Donc, et comme elle va oublier, elle en voit une autre et elle recommence et c'est perpétuel. Donc, elle se pique à n'en plus finir. Voilà. Donc, pour pallier ce problème, il a été proposé donc, de débéquer ces animaux. Donc on coupe un tiers du bec. Là. Alors là, c'est fait à chaud. Bon, c'est un petit peu barbare quand même. Alors actuellement, donc, le débécage n'est pas autorisé. Si vraiment il y a un problème, qu'on n'arrive pas de piquage qui peut aller jusqu'à du cannibalisme, hein, quand même, c'est un problème grave. Si ces problèmes de piquage n'ont pas été résolus malgré toutes les mesures qu'on a pu mettre en œuvre, on a le droit encore de le faire. Quoi, voilà. Donc là, ils ont travaillé sur des systèmes de plateformes donc, qui permettent en fait d'augmenter l'espace disponible pour les dindes et puis qui permettent aussi aux dindes de temps en temps de se réfugier quand elles ont envie d'être tranquilles. Donc ces plateformes sont utilisées par les dindes et en plus ils avaient mis un certain nombre d'objets dans l'environnement des animaux pour enrichir leur environnement. Des objets suspendus, ou également des râteliers de paille, donc qui permettent d'exprimer un grand panel de comportements. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une diminution donc, du nombre d'animaux blessés. On passe de 20% à 4% chez les femelles, et puis donc la différence est un peu moins marquée, 18% à 5% chez les mâles. Donc vraiment une diminution notable. Alors un autre exemple, c'est sur la question du stress à l'abattage. Parce que lorsque les animaux sont stressés avant l'abattage, il va y avoir donc un certain nombre de réactions physiologiques de stress, avec libération d'un certain nombre d'hormones et utilisation des réserves énergétiques. Donc là, c'est dans le muscle, c'est le glycogène, par l'animal, du fait de ces enchaînements de réactions physiologiques. Donc lorsque le glycogène est utilisé, donc les animaux vont arriver donc, au poste d'abattage avec moins de réserves énergétiques, et bien après la mort de l'animal, il y aura moins d'acide lactique produit. Alors je fais une petite parenthèse, l'acide lactique, c'est quelque chose qui est produit après la mort, qui est un phénomène tout à fait naturel. Donc qui vient de l'utilisation de l'énergie par des voies qu'on dit anaérobiques, puisque l'animal ne respire plus. Donc au lieu de faire du sucre, ça fait de l'acide lactique. Et cet acide lactique, il est responsable de l'acidification des viandes, et c'est ça qui va permettre vraiment la transformation en fait, du muscle en viande, et qui sera mangeable par nous. Et donc, si l'animal a utilisé, avant d'être abattu, ses réserves énergétiques, il y aura moins d'acide lactique produit. Donc, le pH de la viande va être plus élevé. Et donc, on va avoir des viandes qui seront impropres à la consommation. Ça peut aller jusqu'à des viandes sombres, sèches et dures chez les bovins. Nous avons toujours essayé de concilier en fait, la production et le bien-être animal. Parce que si on propose des choses qui sont excellentes au plan bien-être animal, mais qui vont entraîner une moindre production, ça ne va pas être adopté. Mais en fait, nous avons toujours trouvé des corrélations positives. En France, on a, lorsqu'on discute avec des éleveurs, un bon éleveur est quelqu'un qui respecte le bien-être des animaux. Moi, je ne connais pas de bon éleveur qui ne fasse pas ça. Et pour eux, c'est une évidence. Mais il y a eu, dans les années 50, 60, 70, un peu le développement de ce qu'on a appelé des productions animales, la zootechnie, où il fallait tout rationaliser. Et en voulant rationaliser, eh bien, on a parfois oublié le comportement des animaux. Mais les éleveurs, eux, ne l'ont pas oublié.